Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la non-conférence IFACI dédiée à la transformation des métiers du risque. Merci de votre présence ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir notre conférencier Pierre-Étienne Franc, vice-président du groupe Air Liquide, en charge de l'ouverture de nouveaux marchés portés par la transition énergétique et notamment de la promotion et du développement des métiers de l'hydrogène et de la pile à combustible. Cette séquence plénière est intitulée Les métiers du risque, obstacles ou alliés de l'innovation, point d'interrogation. La facilitation sera assurée par Alexandre Kouchner. Cette séquence est une introduction à l'importance des métiers du risque et plus largement de la gouvernance de l'organisation dans la réussite des stratégies d'innovation mises en œuvre par les organisations. Elle sera suivie d'un atelier de mise en pratique pour nos métiers spécifiquement en fin d'après-midi à 18 heures. Je vous souhaite une excellente conférence. Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Alors, depuis le début de cette série de non-conférences, nous explorons ensemble le thème de la transition écologique. Pas sous un angle militant, mais pratique, pas comme des slogans, mais comme des process, pas comme des injonctions, mais comme un nouvel environnement économique à prendre en compte. Le business ne sera plus comme avant, il faut s'y préparer. Avec François Gemène, nous avons tenté de cerner les risques économiques liés au dérèglement climatique. Avec Laurence Cialhomme, nous avons voulu comprendre les risques financiers et boursiers associés à ces crises environnementales. L'impératif de transformation est clair, mais une fois ce cadre posé, le plus dur reste à faire. Il s'agit d'opérer cette transition, il s'agit de passer des études et des projections à l'action et à l'entreprise. Aussi, ce matin, je vous propose de plonger dans la réalité pratique. Ce matin, grâce à notre invité, nous allons essayer de voir comment une entreprise peut se transformer, innover et même créer un nouveau marché dans un secteur d'industrie pourtant lourde et de forte concurrence. Ce témoignage n'est pas celui d'un directeur de la RSE ou d'un consultant en externalisation positive, mais celui d'un haut cadre d'une grande entreprise française qui a su, grâce à lui, prendre une position d'avant-garde sur un marché d'avenir. C'est suffisamment rare pour être souligné. Ce marché, c'est celui de la transition énergétique par l'hydrogène, une transformation majeure de la base même de nos modes de production qui semble désormais s'imposer comme la voie de la transition écologique. Et cette grande entreprise, eh bien, c'est Air Liquide, où notre invité, tout juste diplômé d'HEC, est rentré en 1995 comme analyste stratégique. Il y a fait toute sa carrière, au point d'y être aujourd'hui vice-président en charge de la Hydrogen Energy World Business Unit. Il est également le fondateur et le secrétaire du Hydrogen Council, qui est un consortium mondial de développement de cette technologie. Il est également l'auteur de 3 livres, les 2 derniers étant Entreprise et bien commun, la performance et la vertu, et Hydrogène, la transition énergétique en marche. Notre invité ce matin, c'est Pierre-Étienne Franck. Je ne sais pas pourquoi j'avais marqué Frédéric, ça n'a aucun sens. On ne l'avait pas encore fait. Pierre-Étienne Franck, voilà, pardonnez-moi. Monsieur Franck, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, nous avons ensemble 1 heure à passer avec Monsieur Franck et je vais évidemment lui poser des questions sur cette transition, sur les méthodes qu'il a employées, sur la manière dont on peut eh bien, opérer cette transition. Mais je vous rappelle que vous faites partie tous et toutes de cette conversation et que vous pouvez à tout moment poser une question via l'onglet questions-réponses qui est en bas de votre fenêtre Zoom. Essayez autant que faire se peut de vraiment la poser sur l'onglet questions-réponses, sinon je ne les vois pas dans le chat, je les vois beaucoup moins et donc je ne peux pas me faire le relais de vos questions. Nous commençons tout de suite par ce qui est nécessaire à mon sens, c'est-à-dire un ajustement de nos connaissances techniques concernant l'hydrogène. C'est présenté comme un élément majeur de la transition énergétique. Euh, Pourquoi et quelles sont les applications concrètes de l'hydrogène? En fait, pourquoi est-ce que l'hydrogène, c'est la révolution? Alors justement, c'est pas la révolution, parce que si c'était la révolution, ce serait un peu un problème. En l'occurrence, l'hydrogène, c'est une molécule qui est déjà bien connue de beaucoup d'industries, qui s'est déployée depuis une soixantaine d'années dans de nombreux métiers, on y rentrait par le biais de l'industrie spatiale, nous. C'est la molécule qui, avec l'oxygène, propulse la fusée Ariane. On est rentré dans l'hydrogène par ce biais-là. Et aujourd'hui, il sert beaucoup de besoins industriels, notamment dans l'industrie lourde, dans la chimie, dans la pétrochimie, dans le raffinage, notamment pour désulfurer les essences et les alléger, de façon à ce qu'elles soient compatibles avec les normes environnementales en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est cette urgence climatique
qui impose de chercher un moyen de faire une transition énergétique vers des solutions bas carbone. Comme l'hydrogène est une molécule qui a une densité énergétique fabuleuse, la plus importante que l'on puisse trouver, on essaye en fait de voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette énergie de manière isolée, de façon à éviter d'utiliser du carbone. Et en fait, il y a trois grandes raisons pour lesquelles l'hydrogène peut prendre un sens dans les secteurs énergétiques de demain, qui sont d'une part que la transition énergétique, c'est d'abord une montée en puissance de la part du renouvelable dans le mix de production d'énergie primaire, et la montée en puissance de l'énergie renouvelable implique le problème de la gestion de son intermittence. Vous n'avez pas d'énergie en permanence quand vous êtes basé sur du solaire ou de l'éolien, donc il faut gérer les intermittences. Et parfois, ces intermittences durent une semaine, peuvent être saisonnières. Et donc pour ça, stocker durablement l'énergie sous une forme récupérable de manière intelligente, c'est très utile. L'hydrogène permet de faire ça. On utilise pour ça l'électrolyse, on casse la molécule d'eau par une électrolyse de l'eau avec de l'électricité intermittente et on récupère l'hydrogène que l'on peut stocker durablement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a tendance à ne pas se rappeler que l'énergie circule énormément d'un continent à un autre. Aujourd'hui, on est près de 40% de l'énergie finale, en fait, vient d'un autre continent que celui qui l'utilise, parce qu'on peut facilement transporter du charbon, du pétrole, même du LNG. Demain, en fait, c'est pareil. Demain, on va avoir LNG, le même pardonnez-moi, LNG, gaz naturel, gaz gaz naturel liquide. liquide. Ouais, excusez-moi, tout à fait. Demain, on aura le même type de problématique. Il n'y a pas le même accès aux ressources renouvelables de tous les pays. Les pays comme le Japon, la Corée, Singapour, une partie des pays d'Europe n'ont pas forcément une base de renouvelables, de ressources solaires ou éoliennes ou hydrauliques qui leur permettent d'être autosuffisants en renouvelables. Donc on va devoir transporter l'énergie, mais d'une manière propre. Il faudra un vecteur propre. De la même manière, les grands producteurs d'énergie fossile vont essayer de trouver un moyen de continuer à valoriser cette énergie fossile, mais de manière propre aussi, donc en enlevant le carbone. Du coup, le vecteur qui permet de transporter cette énergie d'un continent à un autre va devenir un vecteur riche en hydrogène. Soit ce sera de l'hydrogène liquide, tout simplement, soit ce sera de l'ammoniac, soit ce sera du méthanol, mais dans tous les cas, c'est l'hydrogène qu'on cherche à travers ça. Et le troisième élément, qui est celui que vous voyez le plus quotidiennement, c'est le fait que on doit ensuite, bien entendu, déverser cette énergie propre dans les secteurs qui la consomment, qui sont les grandes industries, les transports, le chauffage résidentiel et l'agriculture. Et en l'occurrence, dans les transports et dans l'industrie, en fait, il s'agit beaucoup donc, de décarboner et d'électrifier. Donc, on a vu les premiers pas de l'électrification avec la batterie pour un certain nombre d'usages dans les transports. Mais demain, dès qu'on va parler de transports plus lourds, plus complexes, qui ont des mobilités plus intensives et donc qui ont besoin de plus d'énergie embarquée, on bute sur les limites de la batterie et on doit passer à des solutions hydrogène parce que l'hydrogène, combiné avec une pile à combustible qui le fait réagir et génère de l'électricité, a une densité bien meilleure que celle d'une batterie, donc vous permet des autonomies bien plus grandes, se recharge beaucoup plus rapidement, et donc ça donne des avantages compétitifs aux solutions hydrogène qui sont bien supérieurs à ce que l'on a juste avec une batterie électrique. Et puis, pour terminer, dans l'industrie lourde, quand vous voulez décarboner un procédé de production d'acier à base de hauts fourneaux, qui est très émetteur en carbone, bah, il n'y a pas tellement d'autres solutions, il n'y a pas tellement d'autres agents réducteurs pour réduire l'oxyde de fer que de l'hydrogène à la place du charbon. Ou alors des gaz de synthèse dans certains procédés, mais des gaz de synthèse, ce n'est jamais que de l'hydrogène que j'ai recombiné avec du carbone. Donc l'hydrogène devient, avec cette urgence climatique, devient le vecteur, l'un des vecteurs essentiels de la transition énergétique. C'est ça qui change. Et donc, on est bien d'accord que c'est vraiment, j'allais dire, c'est presque du B2B. Enfin, c'est vraiment d'abord à destination des entreprises, des producteurs. Les mobilités dont vous parlez, on pense tout de suite plutôt au transport routier, au transport long, au transport lourd. Nous n'aurons pas nécessairement tout de suite soit une voiture qui roule à l'hydrogène, même si c'est déjà possible, mais nous n'aurons pas nécessairement une pile à hydrogène chez nous. C'est Alors, plutôt du B2B. oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, les premiers projets de taille et d'envergure vont plutôt aller toucher des usages lourds, et donc on va plutôt parler de sites industriels ou de grandes flottes captives de véhicules. Ceci dit, il vous est arrivé peut-être de prendre des taxis hydrogène à Paris. Donc là, on est quand même dans du quasiment B2C, puisque c'est des particuliers qui les prennent et c'est des chauffeurs qui les conduisent.
En Californie, vous avez des gens qui conduisent des voitures hydrogène, il y en a une dizaine de milliers, il y en a une dizaine de milliers en Corée. Et vous avez sur un autre domaine près de 300 000 foyers entre la Corée et le Japon qui sont alimentés par des systèmes de production de chaleur, d'électricité et d'eau chaude qui sont en fait des piles à combustible qui prennent le gaz naturel, qui le cassent, qui font de l'hydrogène et qui ensuite reconvertissent l'hydrogène. Donc, c'est juste, vous avez parfaitement raison. Ce sont plutôt les grands secteurs de la logistique et de l'industrie qui vont basculer les premiers sur l'hydrogène, mais le particulier n'est pas très loin quand même. Et c'est d'ailleurs très important parce que le particulier, notamment dans les transports, vous avez les volumes. Si vous n'avez pas les volumes de déploiement importants sur le monde du transport, vous n'avez pas la baisse des coûts nécessaire pour que tout ça fonctionne. Alors justement, sur cet aspect, on va en revenir sur cet aspect de marché, mais d'abord, vous nous indiquiez tout à l'heure qu'il fallait déplacer l'hydrogène, que tous les pays n'étaient pas égaux, même face à cette énergie-là. C'est pourtant la molécule la plus présente dans l'univers. Enfin, on peut travailler l'hydrogène un peu partout. J'imagine quand même qu'une telle transition vers une énergie si abondante aura des répercussions géopolitiques assez majeures. Ah, bah alors ça, je ne vais pas faire de la géopolitique fiction, mais c'est vrai que l'une des particularités de l'hydrogène, c'est que c'est une énergie qu'on appelle souvent secondaire, parce que c'est une molécule qui est rarement seule, et effectivement, elle est combinée avec d'autres. Bon, soit l'hydrogène, ça veut dire la génération de l'eau, donc elle est dans l'eau, bien sûr, et elle est dans tous les hydrocarbures. Quand on fait une combustion, on brûle beaucoup d'hydrogène et un peu de carbone, et souvent le carbone, en général, le carbone ressort sous forme de CO2. Donc effectivement, il y a des enjeux géopolitiques parce que, comme je le disais, vous avez des pays qui vont rester dépendants énergétiquement et qui d'ailleurs sont les premiers à essayer de développer l'économie d'hydrogène, c'est le Japon, qui déjà était dépendant de l'énergie fossile dans toute sa croissance économique et d'ailleurs, pour cela, a été l'un des précurseurs dans le développement du métier du LNG pour avoir une alternative au pétrole et qui là a fait tout pour que le marché de l'hydrogène liquide et de l'ammoniac se développe parce que c'est un moyen de développer l'énergie propre. Et puis vous avez d'autres pays qui se découvrent un potentiel énergétique fabuleux exportable, comme le Chili par exemple, et qui peut demain devenir une puissance énergétique nouvelle. Et puis il y en a d'autres qui ont la chance d'avoir tout. C'est-à-dire que l'Australie était déjà un pays avec une abondance de ressources naturelles, elle va pouvoir à la fois les décarboner avec l'hydrogène et rajouter à son potentiel énergétique son très grand gisement renouvelable solaire et éolien. Pareil pour l'Arabie saoudite. Donc en fait, ça va bousculer un peu les équilibres géopolitiques, mais ça va renforcer certains plutôt que ça va les démunir. En fait, l'hydrogène, c'est une formule qui a été utilisée par le secrétaire général de l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie. Il disait l'hydrogène, c'est l'un des rares sujets énergétiques dont on peut parler parce qu'il est consensuel. Parce que tout le monde a intérêt à ce que ça se développe. Les pétroliers en ont besoin pour démontrer qu'il est possible d'avoir une énergie fossile propre. Les électriciens en ont besoin pour redonner de la valeur à l'électron qui est pris dans une logique de commoditisation compte tenu de la baisse des prix du renouvelable. Et puis, tous les constructeurs automobiles, ils voient une des solutions pour effectivement décarboner de manière intelligente. J'ai juste une question de Bertrand qui demande pourquoi le Chili et à l'opposé, pourquoi le Japon est si dépendant? Alors, le Chili, parce qu'il y a dans le désert de l'Atacama, vous avez des ressources solaires juste gigantesques, en fait. Voilà, il y a des espaces disponibles pour produire du solaire de manière très abondante et donc pour le convertir ensuite, parce que le Chili n'aura pas besoin de toute l'énergie solaire produite là, et donc essaiera de le stocker sous forme de production massive, soit d'ammoniac, soit d'hydrogène, et de le transporter ensuite dans des pays qui, eux, n'ont pas d'abondance de ressources renouvelables. Le Japon n'a pas du tout ni le relief, ni les capacités en termes d'accès aux renouvelables solaires ou éoliennes, notamment aussi compte tenu de sa difficulté en termes de position sismique. Donc, du coup, le Japon est très dépendant, va devoir importer son énergie propre. Singapour, c'est pareil. Et donc, c'est pour ça que ces pays-là, le Japon notamment, est très pionnier sur les réflexions sur l'hydrogène, parce qu'ils ont bien compris que sinon, ils n'avaient pas de solution pour une énergie propre.
Voilà. Alors, on comprend bien l'engouement quand vous l'expliquez, enfin la transition qui arrive. J'imagine quand même qu'il y a encore de nombreuses limites. Monsieur Michaud demande par exemple si l'hydrogène pose des problèmes de sécurité Ah oui, spécifiques. oui. Alors, il y a plusieurs grands sujets qui font qu'on n'y est pas encore, parce que sinon, la presse en parlerait moins et parlerait d'autres choses. Souvent, la presse parle des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui vont arriver. Donc effectivement, il y a encore un certain nombre d'enjeux. Il y en a, fondamentalement, il y en a 4. Le premier, effectivement, c'est un enjeu, c'est pas que c'est un enjeu, c'est une priorité permanente et qui va se renforcer du fait que l'hydrogène va se déverser dans de nouveaux usages qui se rapprochent du particulier, c'est la sécurité. Donc la sécurité, c'est les mêmes enjeux que pour n'importe quelle forme d'énergie. L'hydrogène étant une énergie, elle a une dangerosité qui est liée à son taux de pourcentage de volume d'hydrogène dans l'air. Au bout d'un certain niveau, on est dans des zones d'inflammabilité, voire d'explosivité. Donc il faut éviter que ça se produise. Alors, nous, notre métier, depuis des décennies, ainsi que les autres fournisseurs de gaz industriel, c'est de produire, de distribuer l'hydrogène dans des milliers de sites en sécurité, alors qu'il est sous pression, il transporte par camion, par canalisation, sous forme liquide. On n'a pas de problème de sécurité différent de tous les autres gaz que l'on produit, et cette molécule est maîtrisée. Les constructeurs automobiles aussi, ils ont développé des solutions euh, de conditionnement de l'hydrogène sous pression dans des réservoirs qui résistent à des chocs multiples, qui résistent à des situations de crash de véhicules où en fait il ne reste plus que le réservoir, qui résistent à des pressions de plus de 2000 bars qu'on ne trouve pas facilement dans la vie réelle. Donc on n'est jamais à l'abri d'un accident, bien sûr, et de temps en temps il y en a eu ces dernières années, mais il n'y a pas plus de danger que les autres énergies. Simplement, comme c'est un gaz qui est nouveau, comme il y a des gens qui aiment bien citer, donc je vais le citer, comme ça ce sera fait, le Hindenburg comme étant l'exemple que l'hydrogène est dangereux. Bon, L'exemple était pris dans la question. voilà, donc l'Hindenburg, ça date quand même d'il y a 80 ans. Donc, si je prends toutes les industries et que je regarde l'état de leur technologie à 80 ans, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de trucs dans lesquels on serait à l'aise. En fait, en 80 ans, les technologies d'hydrogène ont beaucoup progressé. Et puis, donc, pour ceux qui se rappellent de l'incident de l'Hindenburg, on n'a en plus pas de chance parce qu'on était en 37, il n'y avait pas Internet, mais ça a quand même été filmé. Donc, on peut trop même trouver le film de ce zeppelin qui s'effondre et qui s'enflamme. Donc, effectivement, toutes les preuves sont là. Simplement, le paradoxe, c'est que sur ce petit sujet anecdote, toutes les personnes qui sont sorties indemnes de cette histoire sont celles qui sont restées dans la nacelle et qui, entre guillemets, fait confiance au fait qu'elle allait descendre tranquillement. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'étais, j'aurais peut-être sauté. Mais voilà, donc l'hydrogène, en l'occurrence, n'a pas explosé, il s'est enflammé. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment l'hydrogène qui est en cause au départ, c'est un problème de contact électrostatique. Donc, on ne va pas revenir sur l'histoire du Hindenburg. Ça a déclenché effectivement une peur assez forte qui reste dans les mémoires sur l'hydrogène, mais qui n'est pas justifiée. Et simplement, si on prend les bonnes précautions d'usage dans la qualification des fournisseurs, dans la spécification des équipements, dans le suivi et le contrôle, la formation des ingénieurs sur cette molécule qui va se généraliser, on aura des règles d'usage qui seront aussi fiables que celles que l'on a pour le gaz naturel, pour le pétrole et pour la batterie. Deuxième sujet, c'est le coût. C'est que l'hydrogène, évidemment, c'est plus cher à produire aujourd'hui que du pétrole ou du gaz naturel, puisque c'est une énergie secondaire. Et qu'en plus, il faut l'amener pour la voiture à des pompes, donc il faut construire des stations-service, et que tout ça est beaucoup moins mature que l'industrie pétrolière dans laquelle on est depuis un siècle. Donc, il faut baisser les coûts. Donc, il y a une roadmap assez complexe qui est en cours de déploiement d'à peu près dans toute l'industrie pour baisser les coûts. Le troisième, c'est que non seulement il faut baisser les coûts, mais en plus, il faut le rendre propre, comme certains le disent, puisque cet hydrogène, comme on l'a dit, pour le fabriquer, il faut casser des molécules, soit d'hydrocarbures, soit d'eau. Donc, si l'énergie que vous utilisez contient du CO2, vous allez l'émettre en fabriquant de l'hydrogène, donc il faut capturer ce CO2, pour faire ce qu'on appelle du carbone capture, qui est un autre grand sujet énergétique, très important, ou il faut faire de l'électrolyse de l'eau à base d'énergie renouvelable, parce que sinon, évidemment, ça ne marche pas. On continue à émettre du CO2. Et c'est plus cher. Faire une électrolyse de l'eau, c'est plus cher que de casser une molécule de gaz naturel. C'est plus cher, c'est moins efficace, et donc on a tout un travail de baisse des coûts de ces
de ce métier de l'électrolyse de l'eau qui permet d'avoir de l'hydrogène vert et de faire de l'hydrogène le vrai vecteur qui permet de prendre le renouvelable et de déverser vers la balle. Et puis, il y a un dernier, donc les coûts, la sécurité, et puis ensuite, c'est d'arriver à faire en sorte que tout le monde avance ensemble. C'est-à-dire que la demande et l'offre avancent ensemble. Et ça, c'est un sujet qui nécessite des stratégies d'alliance assez lourdes. Et je pense qu'on en parlera après. Absolument. On va parler de ces stratégies d'alliance parce elles sont évidemment importantes. Mais j'ai juste une question avant. Il y a ces limites nombreuses dont vous me parlez, en plus des limites conséquentes. Le modèle économique est compliqué. Vous le dites, il faut presque créer le marché. Comment est-ce que, du coup, face à ces risques-là, vous avez créé une forme de consensus global de communication? C'est-à-dire, quel est le rôle d'Air Liquide là-dedans? Vous vous êtes dit, OK, alors on change de business model, on change d'énergie, on y va, on fait de la transition. Comment est-ce que vous vous positionnez en tant que groupe industriel sur le sujet? Bon, alors ça, c'est effectivement, c'est peut-être ça qui est un peu, enfin, un intérêt particulier, c'est qu'effectivement, face à des sujets qui sont à la fois très prometteurs, mais très disruptifs, beaucoup plus chers, pas rentables au début, s'il n'y a pas une conviction petit 1 qui est portée par le haut, c'est-à-dire par notre président, donc qui est quand même très animé de ce sujet, déjà, vous avez un plus et un soutien qui vous permet d'avancer. Sinon, vous ne pouvez pas commencer à créer des choses très disruptives parce que, par définition, les impératifs de rendement, de performance de court terme de toutes les entreprises industrielles lourdes et cotées balayent ce genre de sujet. Bon. Donc, petit 1, soutien, conviction profonde de la direction générale et, a priori, surtout du patron. Bon. Deuxièmement, compte tenu de ça, capacité à créer une équipe, des structures, un processus de décision qui soit le plus autonome et le plus rapide possible. Donc ça, c'est ça qu'on a réussi à créer sur les 10 dernières années, une sorte d'espace un peu indépendant, qui avait, entre guillemets, sa propre logique de fonctionnement, qui respectait des processus comme n'importe quel autre investissement, mais qui n'avait pas les mêmes exigences en termes de rendement, parce qu'on savait que l'enjeu, c'était d'abord d'ouvrir les portes du marché. Donc ça, c'est un élément fondamental qui permet de construire quelque chose. Bon, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que c'est pas parce que j'ai mon truc tout seul dans mon coin avec le support de la direction générale que ça marche. Parce que si ça ne marche jamais et qu'il n'y a pas d'autres gens qui finissent par trouver ça intéressant, s'il n'y a pas un écosystème qui se construit, s'il n'y a pas les politiques qui bougent, bah, au bout d'un certain temps, on dit vous êtes gentil, mais on arrête, quoi. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est aussi construire, et là, c'est pas que nous, c'est pas que moi, c'est tout un tas d'autres acteurs, mais enfin, il y avait une sorte de dynamique collective, de construire déjà une narration globale qui permette à l'ensemble de l'écosystème de se retrouver derrière une destination vers laquelle on peut aller. Donc ça, c'est ce qu'on a fait de manière très forte, et là, de nouveau, grâce à l'appui des PDG des quelques grands groupes avec qui on l'a fait, ça a été de se mettre d'accord entre grandes entreprises des grands secteurs concernés, donc pétrole, transport, gaz industriel, énergie, de se mettre d'accord pour rassembler ces grands groupes au niveau de leurs présidents et de leurs directeurs généraux régulièrement, et avec eux, de construire une vision de ce que pouvait être le rôle de l'hydrogène dans la transition à un horizon lointain, mais avec des étapes rapides. Ça, c'est ce qu'on a fait en créant le Conseil de l'hydrogène. On ne peut pas construire une transition systémique aussi lourde si on n'a pas une vision claire de vers où on va. Et on ne l'avait pas. Et donc, ça fait seulement 4 ans qu'on a réussi à écrire ça pour le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le simple fait d'avoir fait ça a déclenché beaucoup de choses. A déclenché d'une part un alignement interne dans toutes les autres entreprises dont le président était convoqué à des meetings, et donc vous voulez que les équipes soient prêtes. Bon, donc les équipes, du coup, qui suivaient ces sujets, se sont retrouvées beaucoup plus visibles d'un seul coup que dans le passé. Ensuite, la réunion de tous ces gens-là a généré beaucoup d'interactions commerciales, stratégiques entre plein de sociétés, et a créé une dynamique de marché. Et troisièmement, le fait que vous ayez de manière transsectorielle, globale, au niveau des CEO,
une vision et un narratif clair sur le fait que l'hydrogène pouvait représenter 20% de l'énergie mondiale demain, oblige tous les think tanks sérieux de la planète sur le sujet à se positionner et ensuite oblige les politiques à regarder. Et c'est ce qui s'est passé. On est passé d'une situation où l'hydrogène n'existait pas dans les slides et dans les narratifs et dans les analyses à une situation où tout le monde s'est positionné par rapport à ces études, a dit bon, on est d'accord, pas d'accord, mais enfin ceux qui n'étaient pas d'accord, ils faisaient varier les chiffres de 3%. Donc en fait, ils étaient d'accord. Voilà. Donc ensuite, il y a des débats sur quel marché va et quel vite, mais le fait d'avoir imposé ça comme étant l'un des vecteurs clés et d'avoir fédéré tout le monde, ensuite crée une dynamique d'action politique, financière et stratégique dans les entreprises. Donc ça a été très très important parce que c'est en créant ça, vous avez un impact, vous avez un effet retour, chacun d'entre nous dans nos groupes. Au début, les gens nous regardent un peu comme des extraterrestres. Je veux dire, c'est vrai que bon, c'est bien gentil de nous raconter que l'hydrogène va sauver le monde et qu'on va avoir des voitures hydrogène dans la rue, on n'en voit aucune. Celles qu'on voit, elles coûtent très cher. Les stations, c'est compliqué. On sait que l'hydrogène, il faut tout un tas d'éléments pour le transporter d'un point à un autre, donc arrêtez de moi. Bon. Mais quand vous commencez à voir que ça se développe un peu plus, qu'il y a des réseaux complets qui se construisent, quand vous commencez à voir que les CEO s'en emparent et que vos clients avec qui vous parlez uniquement des prix pour vos molécules classiques commencent à vous dire mais j'aimerais qu'on parle d'hydrogène pour transformer mon process, et que c'est le mainstream, enfin les aptitudes classiques qui se retrouvent saisies du sujet, bah, du coup, on n'est plus un extraterrestre parce qu'on est de retour sur Terre. Sur la Terre, des intérêts classiques des équipes qui gèrent le business quotidien et qui délivrent la performance dont on a besoin pour faire nos développements de long terme. Donc ça a été très, très important. On n'a pas gagné, mais ça a été très important pour au moins que le sujet maintenant soit vraiment considéré comme central dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de pays. J'ai une question qui revient assez régulièrement, qui est double. D'abord, vous nous avez parlé à l'instant d'Air Liquide et puis aussi des autres grands groupes industriels. Vous nous avez parlé tout à l'heure du Japon, du Chili. Qu'en est-il de la France? Est-ce qu'on on est bien placé ou non? Et j'y ajoute cette question qui revient, celle de l'échéance, c'est-à-dire quel est le délai à laquelle cette transition vers l'hydrogène va se faire? Alors la France, c'est assez paradoxal parce que la France avait la chance d'avoir quelques champions internationaux du sujet, à commencer par Air Liquide, bien sûr, mais aussi potentiellement quelques startups, quelques équipementiers qui sont assez vite compris l'intérêt du sujet, comme Forcia, Plasticomium. Même le CEA avait développé pas mal de technologies. Et pourtant, la France n'embarquait pas jusqu'à il y a peu de temps. Et ce n'était pas faute d'essayer de convaincre les politiques français du sujet. Et puis là, depuis un peu plus d'un an, je pense, sous l'effet d'une coalition, entre guillemets, de bonne volonté ou d'intérêts qui ont convergé, des grands acteurs de l'énergie, du pétrole français, de l'exemple de ce qui se passait autour de nous, notamment en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas, en Belgique, au niveau européen, en Espagne, en Italie, qui n'en parlaient pas avant, mais qui se sont d'un seul coup découvert une passion pour l'hydrogène parce que c'était un moyen de valoriser leur énergie renouvelable. La France a pris conscience qu'elle avait non seulement besoin, mais en plus les acteurs pour le faire. Donc maintenant, la France a un plan qui a le mérite d'être, en fait, qui est très proche du plan Hulot, mais avec des moyens. Le plan Hulot d'il y a 2 ans était parfaitement conçu en termes de vision systémique, c'est-à-dire qu'il faut aider à produire de l'hydrogène vert, il faut aussi aider à décarboner les secteurs qui vont l'utiliser, donc les deux sujets, l'offre et la demande. Mais le plan Hulot n'avait pas les moyens. Le plan qui a été le plan de relance du gouvernement Macron, du gouvernement Castex, le plan de relance actuel est évidemment doté de moyens qui sont tout à fait à la hauteur des enjeux. Alors, ensuite, le vrai sujet, comme pour toute l'Europe, c'est combien de temps ça va prendre pour mettre en œuvre le plan, pour obtenir les dérogations européennes au fait qu'on est sur des aides d'État qui sont conséquentes, pour obtenir la validation par les différentes instances législatives, la publication des décrets, le choix des agences qui vont monitorer. Tout ça est un risque
de perte de temps dans la mise en œuvre du plan qui, évidemment, pourrait nous faire en sorte que la Chine ou d'autres nous rattrapent. Alors, combien de temps ça va prendre? Ça dépend des marchés. On a déjà, je vous le disais, des véhicules qui tournent dans Paris, ça va continuer à croître. Je pense que les véhicules utilitaires, on va commencer à en voir de manière significative entre maintenant et 2025. Vous allez voir arriver des véhicules utilitaires. Vous allez voir arriver des petits camions, vous allez voir arriver des bus, vous allez voir arriver des camions plus lourds. En ce qui concerne le véhicule particulier, c'est très dépendant de la volonté des constructeurs nationaux de faire des voitures. S'ils ne veulent pas en faire, on ne va pas faire de réseau. Au Japon, il y a un réseau parce qu'il y a un constructeur national qui l'a fait. En Corée, c'est pareil. En Californie, parce qu'il y a une politique du pays, de la Californie, qui a dit « je ne veux plus de voitures diesel ou essence à l'horizon 2035 et donc je finance les voitures zéro émission ». En Allemagne, il y a eu une volonté allemande très importante de pousser la création d'un réseau. On en a fait un. En France, il n'y a pas de volonté des acteurs. Il n'y aura pas de voitures particulières tout de suite, quoi. Bon, puis ensuite, les usages de l'hydrogène dans l'industrie, ça va se développer dans la décennie qui vient. Il va y avoir des projets pilotes un peu importants dans la première partie de la décennie, et puis des passages à l'échelle dans le raffinage, dans la chimie, dans la sidérurgie, dans la deuxième partie de la décennie. Alors, ça, c'est le panorama qu'il fallait comprendre de cette transition qui est à venir. Je voudrais que nous revenions maintenant vers la méthode, c'est-à-dire comment vous avez fait pour faire, peut-être pas basculer Air Liquide, mais en tout cas créer cette dynamique-là. Vous nous parliez tout à l'heure d'une équipe presque autonome. Euh, Comment est-ce que vous avez fonctionné pour la mettre en œuvre? Et j'y ajoute une question de Claire de Soras. Est-ce que vous avez été accompagné dans cette démarche ou elle est née naturellement en interne, aussi bien chez vous que dans d'autres entreprises? On a été accompagné, on fait partie du groupe, donc on a évidemment des systèmes de management, une gouvernance qui nous permettait d'avancer et qui contrôlait nos activités. Mais je crois ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est beaucoup appuyé sur, toujours pareil, sur l'externe, sur les startups. Les projets, ça va vous surprendre, mais les investissements les plus lourds qu'on a lancés et qui construisent un effet d'échelle et qui commencent à se voir, ils sont tirés par des startups. Et on a aidé un entrepreneur parisien à créer une flotte de taxis, on l'a suivi et maintenant on investit dans la supply chain, donc dans la production, dans le conditionnement d'hydrogène pour être capable de suivre la montée en puissance des besoins attendus de cette flotte. On a fait confiance à un entrepreneur qui a un rêve depuis des années de transformer les taxis parisiens en taxis électriques. On a dit on prend le risque. Et le groupe a suivi. Et parce que, une fois de plus, il y avait l'intime conviction au sommet qu'il faut tenter des choses. Bon. Et donc, nous, le seul rôle qu'on a eu, ça a été d'utiliser le levier dont je disposais par cette équipe et par le fait qu'on a aussi un fonds de capital, de venture capital qu'on a créé pour suivre ce type d'aventure, qui nous permet d'aller vite et donc de rapidement donner quelques moyens à ces entrepreneurs pour avancer. Le deuxième cas, beaucoup plus lourd en termes d'investissement, c'est le cas californien. Là, c'est pareil. On n'est pas les seuls, mais nous, Toyota, Honda, on s'est appuyé sur une équipe d'entrepreneurs californiens qui venaient du monde de l'automobile, qui sont convaincus que l'hydrogène sera l'énergie de demain dans le transport, qui ont créé une start-up, qui ont été chercher des financements publics, qui ont été chercher des prêts auprès de Toyota et Honda pour créer l'infrastructure de distribution d'hydrogène. Et nous, on a poussé le groupe à s'accrocher à ces gens-là pour développer une première supply chain de très grosse capacité pour alimenter le marché californien des véhicules. Donc, on a utilisé l'autonomie qu'on avait pour essayer de favoriser l'esprit entrepreneuriat en interne et surtout pour s'accrocher sur les entreprises les plus agiles, parce que dans ces sujets très disruptifs, il faut s'appuyer sur les gens qui sont agiles et qui voient les risques. Et ça, c'est peut-être un sujet pour Justement, ils voient les risques comme des opportunités et qui vivent l'incertitude comme une richesse et pas comme un risque. Et c'est ça le grand moteur.
Ça, j'entends, mais du coup, vous, en interne, Oui. j'imagine que tout le monde n'avait pas l'esprit start-up. Enfin, Ah je veux bah dire, non, 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 tout le monde n'a pas les. Air Liquide, c'est quand même une entreprise. Oui, bien sûr. J'imagine qu'elle a une certaine inertie, pour dire ça Et le plus poliment alors, possible. Dans ces coûts-là, il y a des coûts non rentables. Vous allez devoir ouvrir il des y en a plein de marchés non rentables. Et puis, d'infrastructures. oui, oui, bien sûr. Comment est-ce que vous avez convaincu ou contourné peut-être j'allais dire, les règles prudentielles d'Air Enfin, Liquide, quelque chose qui dit on ne va pas mettre 500 millions dans un truc qui ne va pas rapporter un radis. contourner, peut-être pas, mais bon, déjà, on crée une équipe qui ne vient pas de rien. On crée une équipe à partir de gens qui ont chacun construit une expertise au sein du groupe. Des ingénieurs de très haut niveau qui connaissent ces procédés, qui connaissent ces équipements, qui connaissent les enjeux. Euh, Moi-même, dans mon métier, j'ai pas fait que des startups, j'ai géré deux, trois types d'activités qui sont très classiques. Donc, on a quand même montré patte blanche. On n'a pas donné ça à des gens qui venaient de nulle part et qui ne connaissaient pas le groupe. Donc déjà, on arrive avec notre passé, notre réputation, notre track record, comme on dit. Bon. Donc ça donne peut-être quand même une base de confiance. On n'a pas été chercher quelqu'un qui ne connaissait pas le sujet et le groupe. Bon. Euh, Deuxièmement, même si on va prendre des décisions plus vite, on va prendre entre guillemets plus de risques parce qu'on va s'accrocher à des entreprises qui sont beaucoup moins solides que ce qu'on fait d'habitude. On va mettre sur le terrain des actifs qui ont une rentabilité qui est beaucoup plus fragile au début. On le fait en connaissance de cause. On ne le fait pas en rêvant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va plus vite qu'on ne le fait pas en connaissance de cause. Donc on sait qu'une partie de ce que l'on met sur le sujet, sur le tapis, entre guillemets, une partie sera perdue parce qu'une partie est de la démonstration. Et puis, on est dans des risques commensurables. C'est-à-dire que le groupe investit entre 3 et 4 milliards d'euros par an. Sur les 5 dernières années, nous avons mis 500 millions sur ce sujet en CAPEX. Bon, c'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus déraisonnable par rapport à ce que le groupe investit chaque année. Donc, on essaye de. Voilà, on joue sur le fait qu'on peut quand même se permettre, surtout vu les enjeux, si l'hydrogène se développe, 1% du marché, c'est la taille du groupe. Je ne dis pas qu'on va prendre 1% du marché, mais enfin bon, ce serait bien qu'on prenne quelques pourcents du marché. Alors on ne prendra pas tout le marché de l'hydrogène, on prendra certaines niches. Mais donc, quelque part, si on ne faisait pas ça, qui le fera? Donc, voilà. Donc ensuite, il y a la manière dont on regarde le risque. C'est ça qui est le plus compliqué. C'est que on est dans un grand groupe industriel, on prend beaucoup de décisions de grands projets où on investit beaucoup d'argent pour des clients. Et donc, comme on est sur des métiers très connus, on est dans une logique de gestion de risque. Ce qui est normal, ce qui est naturel, ce qui est parfois pesant, mais ce qui fait partie du jeu. Bon. Là, le risque, par définition, est extrême, puisque le truc peut se planter. Et donc, il fallait accepter de regarder ces incertitudes comme des chances et pas comme des risques. C'est ça Est-ce qui que, est compliqué. est-ce que ça, ces investissements et cette nouvelle activité qui peut se planter, comme vous venez de dire, elle a vraiment modifié le profil risque d'Air Liquide et comment est-ce que vous y avez fait face? Alors, moi, quand les gens, les gens du métier de relations investisseurs nous parlent, ils nous disent qu'une partie de la valeur d'Air Liquide est quand même liée à ce potentiel de l'hydrogène. Et quand on a des réunions investisseurs sur les résultats, en fait, on passe 5 minutes sur les résultats et 55 minutes sur l'hydrogène. Parce que de fait, les investisseurs, ils ont besoin de deux choses. Ils achètent soit de la performance, soit une histoire. Avec Air Liquide, ils ont les deux. Ils ont la performance qui est exceptionnelle et ils ont l'histoire. Et en général, une startup est très valorisée parce qu'elle vend une promesse et une histoire, mais en général, une performance qui est assez médiocre au début. Et les grands groupes ont un problème souvent à se projeter dans un avenir parce qu'on leur demande de se contenter, entre guillemets, de délivrer de la performance. Cette histoire de l'hydrogène permet vraiment d'amener les deux. Donc en fait, ça n'a pas changé le profil de risque d'Air Liquide, ça a plutôt amélioré la visibilité sur le potentiel de croissance du groupe. Ça va changer le profil de risque d'Air Liquide demain ou après-demain si le marché tel qu'il se construit fait apparaître des nouvelles compétitions qui ont des business models, qui ont des stratégies qui sont plus agressives ou moins rentables, qui challengent nos métiers.
Mais on n'en est pas là. Donc pour l'instant, c'est plutôt un booster de la, je dirais, de l'image et et aussi du rôle d'Air Liquide dans la cité. Parce que ce sujet nous oblige, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait là, hein, nous oblige à prendre la parole de manière beaucoup plus engagée que ce qu'un groupe industriel a besoin de faire d'habitude. Quand on est dans un métier industriel, on est dans le B2B, donc bon, on délivre notre performance, on n'a pas besoin de parler tous les jours dans les médias au grand public. Quand on rentre dans ces métiers-là, où il y a quand même des combats sur quelle est la bonne technologie, il y a des combats pour capturer le soutien public, pour avoir des réglementations qui permettent de faire en sorte que cette technologie avance. Il y a des combats face à ceux qui disent l'hydrogène, ça ne marche pas. Il y a quelques gourous bien connus comme Elon Musk qui ne croient pas à l'hydrogène. Hein, donc, on a quand même quelques opposants. Quand même. Bon. Donc, vous êtes obligé de prendre une posture dans le débat public beaucoup plus avancée que d'habitude. Et ça change aussi un peu ça peut changer l'image d'Air Liquide. Donc, c'est évidemment quelque chose de délicat. Il faut faire attention à la manière dont on le fait. Mais bon, ma conviction profonde, c'est que c'est ça l'avenir des entreprises industrielles de demain, quand elles ont des activités qui ont une interaction avec le bien commun, avec des sujets collectifs, comme l'énergie, comme la santé, comme l'alimentaire, bah, je pense qu'elles sont obligées de rentrer dans le débat public si elles veulent proprement défendre leurs convictions, tout en tenant compte évidemment des enjeux sociétaux. Alors, j'ai beaucoup de questions parce qu'on en arrive évidemment au cœur du sujet et j'ai une question de François Michaud qui est posée d'une manière extrêmement claire et que je vais donc vous répéter parce que moi je l'avais faite un tout petit peu plus déguisée. Très concrètement, est-ce que l'audit interne et le contrôle interne ont été des freins? Et il y a un autre spectateur anonyme qui rajoute au fond, est-ce que c'est juste parce qu'elles sont restées sur une approche très risque adverse et pas du tout, vous ont pas du tout suivi sur ce côté disruptif? Écoutez, c'est toujours pareil. Je pense qu'à partir du moment où le sujet était entre guillemets fléché de manière claire par la direction générale, l'audit n'a pas été un frein. Parce non pas parce qu'on ne dit regardez pas, mais parce qu'elle est consciente que c'est un sujet important, donc elle laisse faire. La question, c'est comment est-ce que l'audit peut être un booster? Et pour l'instant, l'audit n'a pas été un booster, mais elle peut devenir un booster. Et comment elle peut le faire? C'est en rendant compte aux directions générales des différents groupes sur le fait que ce sujet du climat, ce sujet de la transition énergétique est un énorme risque s'il n'est pas rapidement pris en compte par les activités classiques des groupes pour changer leurs procédés, pour définir de nouvelles stratégies, pour travailler des technologies de façon à se mettre dans la mouvance d'une production propre. C'est sur ces sujets-là que l'audit peut devenir une aide, alors qu'effectivement, si vous prenez une approche, je dirais, restrictive des métiers de l'audit sur des sujets très risqués et nouveaux, bah, forcément, vous pouvez devenir un frein, parce que vous allez commencer à demander qu'on respecte toutes les règles, je ne sais pas moi, documentaires, administratives, de contrôle, de staffing, de personnel pour être en conformité avec toutes les exigences d'un métier industriel accompli. Et là, forcément, vous demandez beaucoup de ressources qu'une petite équipe autonome ne peut pas mettre au début, quoi. Donc ce genre de sujet, effectivement, on peut rapidement les tuer si on est trop restrictif dans sa manière de les regarder, quoi. Il faut Mais les du coup, regarder comme des équipes, comme des sujets nouveaux, qui prennent des risques différents, et avoir une approche de contrôle qui est plus de s'assurer qu'on est conscient des risques qu'on prend et qu'on a un certain nombre de processus qui les quantifient, qui les suivent, qui les documentent proprement. Mais le vrai rôle de l'audit, je pense, dans ce cas-là, pour être associé et partie prenante de ces transformations nécessaires, c'est d'alerter les métiers qui sont cœur et qui sont rentables, qui sont dans la performance quotidienne, sur le fait qu'ils doivent dès maintenant se préoccuper d'ajuster leur stratégie, leur marketing, leur technologie et leur process pour se mettre dans des dynamiques de développement durable, par exemple. il y a une difficulté quand même, c'est que comment est-ce que dans ce cas-là, on audite le fonctionnement et le management d'un secteur en création? Parce que par définition, on n'a pas de métriques, enfin on navigue un peu à vue, non? Alors, on est, euh,
En fait, cette histoire d'hydrogène dans le groupe, c'était une équipe autonome, mais c'était dans le cadre d'une business unit qui avait un certain nombre de sociétés dont j'avais la charge, qui elles-mêmes avaient des activités dont certaines étaient mûres et certaines étaient innovantes. Donc quand les audits se faisaient, c'était des audits de l'ensemble des sociétés qui développaient ces métiers et regardaient comment elles se structuraient pour accompagner le suivi de l'hydrogène. Donc on n'était pas exactement comme dans une start-up où on part de zéro. On a la chance dans ces groupes de partir avec des bases technologiques. Donc l'audit, elle regardait les sujets hydrogène parmi les autres sujets et vérifiait que les règles de sécurité, la documentation sur les projets, les processus de validation des investissements avaient été respectés. Et ça, je veux dire, on peut le faire. Il y a pas de, on peut tout à fait être organisé tout en étant dans une approche de prise de risque. Et je pense que dans ces cas-là, le rôle de l'audit, c'est vraiment de vérifier qu'on ne rêve pas, quoi. Qu'on reste les pieds sur terre, même si on prend des risques. C'est un peu différent, effectivement, quand vous auditez un business qui fait des centaines de millions, qui est très rentable, où vous vérifiez qu'il n'y a pas de risque de dérive, de corruption, de total dérapage dans les processus de contrôle ou de décision, etc. Là, sur des nouvelles activités, c'est plus est-on conscient de ce que l'on fait? Est-ce qu'on documente quand même les risques qu'on prend? Voilà, bon, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment, dans son métier de contrôleur interne, on peut se faire un relais des changements que la société est en train de prendre et que le groupe donc doit suivre. Et ça, c'est pas facile parce que du coup, vous devenez un acteur du changement et c'est pas forcément effectivement avec ce regard-là qu'on voit le contrôle interne aujourd'hui. Vous parliez à l'instant de quantifier, de faire un mapping des risques. Mathilde Guibert nous demande quels sont les principaux risques non financiers. On a bien compris qu'il y avait beaucoup d'investissements, que le marché n'était pas sûr, mais quels sont les principaux risques non financiers que vous avez identifiés? Risques non financiers, vous avez des risques industriels, hein, on en a parlé, les risques d'accident, vous avez les risques de réputation, parce que si vous avez un accident qui génère des blessés ou des morts, un impact de réputation significatif. Risque de réputation aussi si vous développez ce marché qui ne marche pas, hein, parce qu'on a quand même on a beaucoup poussé pour le faire avancer, donc chacun est responsable, mais on a joué un rôle évidemment important. Il y a donc les risques industriels en termes de capacité à délivrer de manière efficace, fiable, faire fonctionner les stations de manière correcte. Il peut y avoir des risques sur la qualité, donc on l'a dit, du profil client. On s'associe souvent avec des clients qui sont agiles et fragiles, et donc qui peuvent se planter, donc des risques clients importants. Il y a des risques fournisseurs aussi, parce qu'on est sur des nouveaux métiers, donc toute la chaîne d'approvisionnement des équipements qui construisent votre fourniture, c'est-à-dire vos bidons, vos vannes, vos compresseurs, vos tuyaux qui doivent être soudés de manière particulière parce que l'hydrogène est une molécule extrêmement légère, donc elle peut fuir. Toute la chaîne de contrôle des fournisseurs et de leur capacité à délivrer dans les règles et dans les spécifications, ça c'est un risque important. Vous avez aussi des risques de perte de collaborateurs hein, qui, dans un marché en ébullition qui peuvent être quelque part, qui peuvent être appelés par la concurrence. Et donc, il faut essayer de s'assurer qu'ils sont satisfaits et qu'ils continuent à progresser dans le groupe. Le risque de corruption, on n'est pas dans des pays... enfin, l'hydrogène que l'on déploie est plutôt dans des pays où les enjeux de corruption sont, à mon avis, assez faibles. Voilà, je vous en ai cité quelques-uns. Oui, en écoutant la liste, je me disais, ça fait quand même beaucoup de risques. Oui, J'imagine qu'il y a des auditeurs qui, à un moment, vous ont regardé arriver. Monsieur Michaud nous parle d'espionnage industriel. Enfin, j'imagine qu'il y a, il y a aussi il y a, ça, il y il a y a la énormément de... cybersécurité aussi, il y a tout un tas. Oui, on régulièrement vérifie qu'on peut pas hacker nos stations trop facilement, parce que sinon ce serait un petit peu un problème. Bon, voilà. Il y a des risques. C'est une activité légèrement à risque. Alors, il y a là-dedans, on a beaucoup parlé de l'entreprise, on a beaucoup parlé d'Air Liquide, des process. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé encore, ce sont quand même les pouvoirs publics.
il va falloir actionner, accompagner ou peut-être forcer cette transition-là. Est-ce que en ce moment, vous vous appuyez sur des politiques publiques françaises ou européennes? C'est une question de Monsieur Sellier. J'y ajoute une question. Est-ce que, à votre avis, les pouvoirs publics vont rendre cette transition obligatoire pour les industries par un système soit de taxation des externalités polluantes ou alors d'encouragement de cette transition vertueuse? Alors, donc là, c'est pareil. Ça, c'est une chose qui a nécessité des évolutions, en tout cas chez nous, parce que notre groupe étant beaucoup un groupe qui a une activité de B2B, nos interactions avec les pouvoirs publics, bien entendu, on en a régulièrement, mais elles sont moins critiques que pour ce nouveau métier où il n'avancera pas s'il n'y a pas des politiques de subvention au départ des investissements pour les aider à passer, et ensuite de soutien réglementaire pour que les clients, effectivement, se voient contraints d'accélérer leur transition. Donc, l'approche du politique est essentielle, elle a changé. Donc, on s'est retrouvé à prendre ce qui n'était pas du tout le cas avant, à prendre la présidence de la plateforme européenne qui finançait le secteur pendant 6 ans, pour être vraiment au cœur du jeu et interagir avec la Commission qui avait des programmes de financement importants pour nous aider à développer des projets de démonstration. On est bien entendu très actif auprès des pouvoirs publics français, allemands, européens, américains pour s'assurer que ces plans se mettent en œuvre, pour leur présenter notre vision de ce qui est important, pas important à déployer. Donc, on a effectivement renforcé significativement nos activités d'affaires publiques et on essaye de bien sensibiliser les acteurs sur le terrain sur le fait que les pouvoirs publics sont un acteur absolument critique dans le paysage, qu'on ne pourra pas faire sans eux, contre eux, à côté. Enfin, c'est un projet qui se construit avec eux. Donc, le financement des grands réseaux de stations-service qui existent aujourd'hui, on l'a fait en faisant des partenariats avec des autres grands groupes et avec le soutien des pouvoirs publics, notamment allemands ou japonais. Et sans eux, c'est impossible. Et dans ce contexte-là, vous me demandez, ah oui, dans ce contexte-là, il est évidemment probable que la transition ne se fera qu'avec un mélange de carottes et de bâtons. C'est-à-dire qu'il faut aider, mais il faut aussi faire monter les réglementations. Il n'y a pas de basculement de l'industrie automobile vers la mobilité électrique s'il n'y a pas de réglementation qui l'impose. C'est ce qui se passe. En Californie, Elon Musk n'existerait pas si la Californie n'avait pas fait ce Zero Emission Vehicle Mandate qui impose aux constructeurs automobiles qui vendent des voitures dans ce pays, dans cet État d'États-Unis, d'avoir un quota de voitures zéro émission qui monte chaque année et qui permet à ceux qui ont des voitures uniquement zéro émission de revaloriser leur quota auprès de ceux qui n'en ont pas. C'est comme ça qu'Elon Musk finance un tiers, ou pendant une grande période de son développement, financer un tiers des coûts de ses véhicules, c'était par la revalorisation des quotas qu'il avait. Bon. Et sans ça, pareil, le développement de voitures électriques hydrogène en Californie n'aurait pas avancé. Alors, ce qui est difficile, c'est que si notre intérêt, c'est que ces réglementations se développent pour utiliser l'hydrogène, ce n'est pas forcément l'intérêt de nos clients. Donc, c'est là qu'il y a besoin de trouver des chemins qui soient suffisamment équilibrés pour que le processus se développe et permette aussi bien à nous qu'à nos clients de se préparer à ces réglementations. Mais je pense qu'il y a un très bon résumé du sujet qui a été fait par le président de Shell, qui disait, je crois que c'était au maire de Londres qu'il parlait, il disait, mais quand est-ce que vous allez nous dire à partir de quelle date il est interdit d'utiliser des voitures essence pour que l'on puisse se préparer? Les industriels, je ne crois pas qu'ils soient contre les réglementations sur le fond, ils sont juste pour qu'elles soient claires, irréversibles, prévisibles et progressives. C'est ça qui fait qu'on peut avancer, c'est qu'on sait où on va et que c'est valable pour tout le monde. Là, vous parlez à l'instant de vos clients. J'ai une dernière question justement sur les conséquences, mais là pour toutes les entreprises de cette transition. Vous nous l'avez dit quand même au début et vous l'avez souligné, ça va coûter cher. Ça va coûter peut-être un peu plus cher. Est-ce que les entreprises doivent désormais s'attendre et mettre dans leur risque prévisionnel ou dans leur business model une hausse des coûts énergétiques et donc forcément une forme de sobriété imposée?
Bon, alors, de toute manière, nous, notre métier, c'est un métier de conversion d'énergie. Donc, de toute manière, notre performance, elle est indexée sur notre capacité à améliorer les quantités d'énergie que l'on utilise pour produire de l'oxygène, de l'azote ou de l'hydrogène. Donc, on est naturellement poussé à être sobre en énergie. Ceci dit, ça ne suffit pas. Il faut ensuite que l'énergie qu'on utilise bascule vers de l'énergie renouvelable. Et ça, c'est un autre chantier pour lequel on a une ambition qui a été présentée, mais qui sera amenée à être révisée bientôt. Il est certain que, mais c'est un sujet qui dépasse l'entreprise, si la société passe dans un modèle d'énergie décarbonée, d'énergie renouvelable, la part de l'énergie dans le PIB va forcément monter un peu, parce que c'est quand même un métier beaucoup plus riche en technologie, beaucoup plus riche en capital, et donc qui va globalement renchérir le coût de l'énergie et amener l'énergie à une valeur beaucoup plus proche, j'allais dire plus à sa juste valeur, il n'y a pas de juste valeur, mais beaucoup plus proche de ce que l'énergie du coup apporte. Elle n'apporte pas que de l'énergie, mais elle apporte aussi une énergie qui est durable et une solution aux enjeux climatiques. Donc de fait, dans le budget des ménages, l'énergie va probablement monter un peu. Elle va monter au travers des produits et des contenus énergétiques des produits qui va être plus cher et donc au prix de l'énergie qui probablement va monter un peu. Et c'est légitime. L'enjeu, c'est qu'il faut que toute la société, dans son ensemble, l'accepte, se prépare, que l'État fasse ce qu'il faut pour aider ceux qui sont les plus fragiles sur ces sujets-là à compenser l'éventuelle hausse de l'énergie, et puis que l'ensemble du processus de consommation, du coup, s'ajuste. De toute manière, si on passe dans un monde complètement renouvelable, on aura forcément un ajustement de nos modèles de consommation, de la manière dont on se transporte, dont on voyage, pardon, de ce qu'on consomme. C'est à peu près certain. La question, c'est à quelle rapidité ça se fait et comment un industriel comme le nôtre va effectivement s'approprier ça, l'intégrer dans son business model et être capable de faire en sorte que nos clients l'acceptent aussi et eux-mêmes le fassent, le déversent sur leurs propres clients. Mais c'est un sujet, je pense, central. Il faut dire, il faut être assez transparent sur le fait que oui, l'hydrogène, on avait une conférence sur l'hydrogène dans les avions avec le directeur technique d'Airbus il y a quelques jours. Et la question était posée du prix de l'hydrogène par rapport au kérosène. Mais ce sera plus cher que le kérosène, évidemment. Évidemment. Ça ne veut pas dire que ça sera beaucoup plus cher que le kérosène. Ça ne veut pas dire pour autant que l'avion hydrogène sera beaucoup plus cher que l'avion d'aujourd'hui, mais parce qu'ils vont travailler l'efficacité, parce qu'on va avoir des modèles de business différents. Mais bien sûr, une énergie qui est complètement renouvelable, avec autant de technologies qui sont mises en place pour capturer l'énergie du soleil, pour la transformer en hydrogène, pour ensuite le conditionner, le transporter, le réacheminer ailleurs, le liquéfier, on a forcément un impact sur la facture. Mais c'est pour le bien de tous, sur pareil, faire ce qu'on veut. On change de modèle. C'est d'ailleurs sur cette conclusion-là que nous allons nous laisser, puisque nous changeons de modèle. C'était à la fois l'introduction et la conclusion, c'est vous dire à quel point tout ça est cohérent. Idée, ça. Et cohérent. Monsieur Franc, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre attention, pour vos questions. Nous lançons au moment même où je vous parle un sondage d'évaluation de cette session. Merci d'y répondre pour que nous puissions nous aussi faire notre audit et notre contrôle de qualité. Je vous laisse avec cette réflexion de l'un d'entre vous, de Bertrand P., qui tout à l'heure dans les questions-réponses indiquait de l'audace pour les métiers du risque. Qu'en pensez-vous? Et là-dessus, je vous laisse avec Monsieur Mocard. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, au revoir. Merci Pierre-Étienne Franc pour cet éclairage sur l'avenir de la filière hydrogène et sur le rôle de nos professions dans l'émergence de nouvelles activités. Merci Alexandre Kouchner. Merci à toutes et à tous d'évaluer maintenant cette session en renseignant le formulaire que vous voyez s'afficher. Nous avons conçu cette conférence pour permettre à tous de se projeter dans les transformations de nos métiers. Nous espérons avoir contribué autant que possible à cet objectif pour aller plus loin sur le rôle de nos métiers dans ces contextes et discuter avec Pierre-Étienne Franc. Je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi à 18h. Attention, l'horaire a été modifié hier, donc à 18h en fin d'après-midi pour l'atelier de co-construction avec Pierre-Étienne Franc. À très bientôt.